Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la classe de l'éco. Je suis Céleste, l'assistante du prof. Votre prof ne devrait pas tarder à rentrer de son long périple économique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet central de l'économie, mais aussi pour votre vie future. Il s'agit de la consommation des ménages. Il y a 3 notions à aborder de suite afin de comprendre la suite de la vidéo. Il faut bien différencier le niveau de vie, le pouvoir d'achat et l'inflation. Le niveau de vie est le revenu total d'une famille divisé par le nombre de personnes qui la composent. À revenu égal, le niveau de vie peut être différent. Par exemple, à salaire équivalent, une famille avec 2 enfants aura donc un pouvoir d'achat 2 fois moins élevé qu'un couple sans enfants. Le niveau de vie est une notion large qui englobe le pouvoir d'achat, mais aussi la qualité de vie d'un foyer. Le pouvoir d'achat est une composante du niveau de vie. Il mesure combien de biens et de services une personne peut acheter avec son revenu en tenant compte du niveau des prix. Si les prix montent et que le salaire stagne, alors le pouvoir d'achat diminue, donc l'inflation impacte directement le pouvoir d'achat. L'inflation est une augmentation des prix sur les biens et les services. Cela peut être dû à différents facteurs comme une augmentation de la demande, une pénurie de stock, des guerres, une hausse de l'énergie, une pandémie, etc. L'inflation est un danger pour la consommation des ménages. Une petite inflation est tout à fait normale, car en effet, cela signifie généralement qu'il y a de la croissance économique. Mais au-delà de %, qui est le seuil de la Banque centrale européenne, cela pose des problèmes. Car l'inflation grignote le pouvoir d'achat et donc la consommation des ménages. Donc si les ménages consomment moins, il y aura moins de production et donc des potentiels licenciements, ce qui provoquera une baisse de la consommation des ménages puisque les personnes au chômage pourront moins consommer. Cette spirale sans fin amène donc à la récession économique si l'État ne réagit pas. Une autre conséquence d'une récession est la baisse du PIB et donc les recettes de l'État, ce qui signifie soit un déficit budgétaire ou alors des suppressions de dépenses de l'État. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente à ce sujet. Selon France Inflation, les prix des biens et des services ont été multipliés par 3102 depuis 1901, c'est-à-dire qu'un produit qui coûtait 1 franc en 1901 coûte 3102 francs de nos jours. Autrement dit, les biens de nos jours coûtaient 3102 fois moins il y a 125 ans. Voilà pourquoi l'inflation est un danger pour le niveau de vie des ménages. La France a changé 2 fois de monnaie en 100 ans. L'ancien franc a remplacé le nouveau franc en 1960 pour faire face à la dévaluation de la monnaie suite à une grande inflation. Et en 2000, l'arrivée de l'euro a permis de créer une monnaie unique en Europe. Je vous mets aussi le lien de France Inflation en description afin d'en savoir plus sur l'histoire de la monnaie. Les pays n'ont pas le même niveau de vie, même au sein de l'Union européenne. Comme on peut remarquer dans ce graphique de l'INSEE qui date de 2022, les pays dont le niveau de vie est le plus élevé en Europe sont les pays du Nord. Les anciens pays communistes, c'est-à-dire les pays de l'Europe de l'Est, ont un niveau de vie les plus faibles d'Europe. Cela s'explique par l'histoire. Après la chute du mur de Berlin en 1989 et la fin du régime communiste de l'URSS, les tensions entre les USA et l'ancien bloc soviétique, les tensions ethniques et l'ouverture des marchés vers le reste du monde a causé d'immenses défis économiques à ces pays. Nous nous arrêterons ici sur le sujet de l'Europe car ce n'est pas le sujet de la vidéo. Il faut donc comprendre l'effet de causalité en Europe pour comprendre la situation économique du continent ainsi que les tensions géopolitiques actuelles. Pour comparer les pays entre eux sur le niveau de vie, il faut comparer ce qui est donc comparable. Pour cela, il existe un indicateur de comparaison qui s'appelle la parité du pouvoir d'achat. La parité de pouvoir d'achat, PPA, est un concept économique qui permet de comparer les niveaux de vie entre différents pays. Elle repose sur l'idée que le même panier de biens et de services doit coûter le même montant dans différentes devises lorsque les taux de change sont ajustés pour refléter les différences de prix. Nous trouvons aussi le SPA qui veut dire standard de pouvoir d'achat. Cela exprime la même idée que la PPA. En d'autres termes, la PPA permet de convertir des valeurs monétaires en valeurs comparables entre pays en tenant compte des différences de prix. Cela permet de mesurer le pouvoir d'achat relatif des habitants de différents pays, de manière plus précise que les taux de change conventionnels. Grâce à l'indicateur du pouvoir d'achat, il est donc possible de savoir où le niveau de vie est beaucoup moins élevé qu'en France et où le niveau de vie est le plus élevé. Je vous mets les liens en description de l'INSEE qui compare le niveau de vie entre les pays.
La consommation des ménages est une donnée essentielle sur la santé économique du pays, puisqu'elle représente plus de la moitié du PIB. Depuis les années 60, la consommation des Français a augmenté pratiquement chaque année, mais cette augmentation n'a pas été continuellement la même et de nos jours, elle est plus faible. Si nous approfondissons les principales dépenses des ménages, la répartition de l'alimentation et du transport ont baissé tandis que la répartition du budget sur le logement a augmenté. Les liens sont aussi en description. Les ménages consomment des biens et des services pour satisfaire leurs besoins. Ils sont les derniers utilisateurs de la chaîne de consommation. Le prix des produits est un des éléments primordiaux qui influent sur la consommation. Plus les produits sont chers, moins la consommation est importante. L'âge, le sexe, la mode, la zone géographique, les pratiques culturelles, les professions et les catégories sociales sont d'autres déterminants de la consommation. Par exemple, le nord de la France, on aura plutôt tendance à acheter des parapluies et dans le sud des lunettes de soleil. Vous avez dit stéréotype. Les plats régionaux sont consommés au local, les femmes utilisent des serviettes hygiéniques. Les commerciaux consomment plus de services tels que les restaurants ou les hôtels, alors que les ouvriers des bâtiments consomment plus des produits de construction. Les personnes trentenaires consommeront plus des couches culottes que les cinquantenaires. Les exemples sont nombreux. Les dépenses des ménages pour consommer sont généralement classées en quelques postes. Il y a les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, les boissons alcoolisées et tabac, l'habillement et chaussures. Ensuite, il y a le logement, au gaz et l'électricité. Un autre poste est tout ce qui s'affaire à la maison comme les meubles, articles de ménage et entretien courant de l'habitation. Il y a évidemment le poste santé, les transports, la communication et enfin les loisirs et culture. Pour acheter des biens et des services dont les ménages ont besoin, ils ont plusieurs moyens de financer l'achat. Ils peuvent payer au comptant, c'est-à-dire qu'ils règlent au moment de l'achat. Ils peuvent payer à crédit, c'est-à-dire qu'ils paieront tout ou partie du prix du produit plus tard, en plusieurs échéances. Le financement est généralement obtenu auprès d'une banque moyennant un intérêt défini à l'avance. Le consommateur devient immédiatement propriétaire de la chose acquise, mais devra ensuite régler les mensualités à la banque. Prêts à la consommation concernent essentiellement les biens d'équipement et leurs remboursements se font sur plusieurs mois. Les prêts immobiliers concernent les logements, maisons ou appartements, et leur remboursement se fait sur plusieurs années et même sur des dizaines d'années. Un autre moyen d'utiliser un bien sans pour autant en être propriétaire, c'est la location. On peut donc être locataire de voitures, de maisons, d'outils même. Cela permet d'être utilisateur sans avoir la propriété et cela permet donc d'avoir de la flexibilité. La location avec option d'achat est souvent utilisée pour l'achat de véhicules, mais elle peut s'appliquer à d'autres biens. Il s'agit d'un crédit à la consommation qui permet d'avoir la disposition d'un bien contre le paiement de mensualités pendant une certaine durée. À la fin du contrat, il est possible d'acheter le bien ou de le rendre. Le crédit immobilier est une étape importante dans la vie d'un ménage. Il n'est pas obligatoire, mais au sein de la classe de l'éco, on s'accorde à dire que c'est un choix judicieux pour un avenir prospère. Il faut cependant prendre en compte plusieurs éléments que nous allons aborder dans cette section de vidéo. Je laisse parler Nathan pour expliquer plus en détail cet aspect économique. Bonjour à tous et merci Céleste de me laisser la parole. Je suis Nathan, adepte de l'économie éclairée de la classe de l'éco. Je vais vous expliquer pourquoi au sein de la classe de l'éco, nous sommes tous d'accord pour exprimer notre enthousiasme sur l'acquisition immobilière. Premièrement, l'acquisition d'un bien immobilier est un achat long terme. Statistiquement, si vous achetez un bien pour le revendre, au bout de quelques années, vous perdrez de l'argent. Car avant d'acheter un bien immobilier, vous devez payer des frais de notaire, ce qui représente entre 7 et 8% du bien immobilier. Donc pour l'acquisition d'un bien immobilier de 100 000 €, vous aurez entre 7 000 et 8 000 € de frais de notaire. Ensuite, il y a les frais d'agence qui sont très variables. Mais en moyenne, il faut compter 7 000 € en fourchette basse. Ensuite, il y a des frais de banque, dépôt de garantie qui s'élèvent aux alentours de 2 000 €. Si on additionne tout, cela représente donc 16 000 € en plus de l'achat de la maison. Quand vous souscrivez un prêt immobilier, vous remboursez une partie du capital, mais vous payez chaque mois des intérêts suite à votre emprunt. Ces frais représentent une grande somme d'argent à la fin de votre prêt. Mais nous y reviendrons plus tard. Le capital que vous remboursez tous les mois est donc la partie que vous récupérez dans vos murs de la maison. Pour arriver au point mort, c'est-à-dire rembourser tous les frais lors du début de l'acquisition, cela représente plusieurs années de remboursement. Donc si vous vendez votre maison trop vite, vous perdrez de l'argent suite à l'investissement des frais de base.
Vous allez me dire qu'il est possible de créer une plus-value et cela peut être vrai. Mais pas toujours, c'est donc le second point à prendre en compte. Quand vous achetez une maison, vous rentrez dans le marché immobilier. Et comme dans tout marché, il y a des périodes où la demande est plus forte et parfois c'est l'offre qui est plus forte. Quand vous rénovez votre maison, il faut bien prendre en compte que votre maison ne peut se vendre au-delà d'un certain prix. Si vous rénovez votre maison en y ajoutant des matériaux très nobles dans un quartier qui n'est pas très bien situé, ou même en quartier classé sensible, alors vous ne retrouverez jamais l'argent investi. Parfois, même en faisant une étude de marché sur le prix de vente moyen, des maisons vendues dans le quartier choisi, et que les travaux passent facilement pour créer de la plus-value immobilière. Le marché de l'immobilier peut se retourner, c'est-à-dire que l'offre des maisons s'accentue lors de votre vente ou que la demande baisse. Et que se passe-t-il quand il n'y a plus d'acheteurs ou beaucoup trop de vendeurs? Eh bien, les prix baissent. C'est exactement ce qu'il se passe en ce moment. L'inflation a créé une augmentation des taux de crédit. Donc moins de personnes peuvent accéder à l'acquisition immobilière. Donc les acheteurs se font plus rares et les prix baissent. Ceux qui ont acheté en 2020, voire 2021, et qui souhaitent revendre 4 ans plus tard, même avec travaux, beaucoup ne retrouveront pas leur argent. Car en 2020, avec le confinement, les acheteurs signaient l'achat de maisons sans les visiter car ils souhaitaient un jardin. Le marché de l'immobilier était extrêmement haut. De nos jours, ce marché est plus cohérent mais avec une baisse importante des biens immobiliers dans certaines régions. Et c'est justement avec cet exemple que nous allons aborder le troisième point. N'achetez pas un foyer, mais un bien immobilier. La nuance est subtile, mais importante. Un foyer, c'est la construction d'une famille. C'est imaginer les enfants courir dans le jardin. Un bien immobilier, c'est avoir le côté pragmatique. La différence se trouve dans les émotions. Quand on achète avec les émotions, le raisonnement disparaît ainsi que la logique d'achat. C'est d'ailleurs pour cela que l'on a des cracks boursiers ou immobiliers. Et enfin, un bien immobilier ne tombera jamais à zéro car tout le monde a besoin de se loger. À la fin de votre crédit, vous n'aurez plus de loyer à payer, mis à part quelques taxes, contrairement à une location. Donc si vous respectez les 3 conditions, c'est-à-dire l'achat sur du long terme, sur un marché immobilier qui n'est pas au plus haut de son histoire et avec un prix qui n'est pas émotionnel, alors ce sera un achat constructif pour votre patrimoine financier. Céleste vous a parlé au début de la vidéo de l'inflation. Avec le crédit immobilier, l'inflation est un avantage. Car tous les mois, vous remboursez une somme fixe. Plus il y a de l'inflation, au plus vous aurez de chances d'être augmenté pour compenser une partie de cette inflation. Et donc le pourcentage de cette dépense fixe du prêt immobilier diminuera. Donc votre crédit, grâce à l'inflation, perd de sa valeur. C'est d'ailleurs ce que fait l'État lors de ses emprunts. Voilà, je laisse la parole de nouveau à Céleste et j'aurai l'occasion de reprendre la parole dans d'autres sections sur la classe de l'éco. Merci Nathan. Donc pour résumer la vidéo de manière très synthétique, l'inflation, le pouvoir d'achat et le niveau de vie sont 3 éléments étroitement liés. L'inflation est la hausse des prix, le niveau de vie est le salaire d'un foyer divisé par son nombre d'habitants. Et le pouvoir d'achat est l'argent dont les ménages disposent pour consommer des biens et des services. Quand l'inflation augmente, le pouvoir d'achat diminue. La consommation des ménages est un indicateur sur la santé économique du pays puisqu'elle représente plus de la moitié du PIB. Les éléments qui influent sur la consommation sont multiples comme le prix de vente, le sexe, l'âge, la situation géographique, la catégorie socio-professionnelle, le métier effectué et les loisirs ou la culture. Les postes de consommation sont classés en 9 catégories. Il y a les boissons non alcoolisées et l'alimentation, le tabac et les boissons alcoolisées, la santé, l'habillement, l'énergie et le logement, les meubles et articles de ménage ainsi que l'entretien courant de l'habitation, les loisirs, les communications, les transports. Il est possible de financer les produits de différentes manières, soit en achat comptant, c'est-à-dire puiser dans les ressources personnelles, soit en achat à crédit, c'est-à-dire un emprunt avec un taux d'intérêt qui s'ajoute au remboursement du capital. Il est possible de faire un crédit à la consommation ou un crédit immobilier. Il est aussi possible d'être locataire d'un bien afin de pouvoir l'utiliser sans en être propriétaire. Nous avons approfondi le sujet de l'inflation avec un peu d'histoire sur l'économie de la France et sa monnaie. Nous avons abordé le standard de pouvoir d'achat et nous avons parlé du crédit immobilier. La prochaine vidéo sera la suite de celle-ci car nous continuerons avec le budget des ménages. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.